Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, j'avais envie de tout comprendre, j'avais envie de tout savoir. Et je voulais savoir, je me souviens avoir demandé au grand, mais pourquoi le ciel est bleu? Bleu. On m'a jamais répondu. Pourquoi quand on laisse tomber une fourmi, elle se fait pas mal? Pourquoi, en fait, d'où vient la poussière? Pourquoi il y a des choses mouillées et il y a des choses pas mouillées? Et en fait, je me suis naturellement dirigé vers la science, vers une formation de scientifique. Et vous savez comment c'est, d'année en année, au fil du temps, j'ai choisi une spécialité, puis une autre, et puis j'ai atterri en thèse. Et j'ai fait une thèse sur le comportement des fourmis. Je suis aussi éthologue, il doit y en avoir deux dans la salle. Et, et donc c'était une thèse sur l'écologie des fourmis et la relation avec les arbres et les plantes. Et je me suis retrouvé à faire des colloques internationaux sur les insectes sociaux. Et ma spécialité, donc, c'est les fourmis. On était peut-être 800 à Washington sur les insectes sociaux. Et dans le séminaire de ma thèse, il y avait 12 personnes, peut-être 12, 15 personnes au monde qui comprenaient ce que je faisais et qui échangeaient. Et voilà, moi, j'ai appris avec ces 5 années de thèse, je suis un peu lent, 5 années. Pour moi, c'était assez dur parce que j'ai découvert d'abord, d'une part, qu'il y avait des personnes qui adoraient faire les choses à fond. Ils font un tout petit sujet, ils le font à fond, à fond, à fond, voire peut-être toute leur vie. Et ils adorent aller au fond des choses. Ces gens-là, je les appelle les affondistes. Il y en a plein. Je les admire parce que j'ai plutôt la tendance inverse, celle de me disperser. Et j'adore butiner d'une discipline scientifique à l'autre, d'un sujet à l'autre, comme une abeille qui butine, voilà, sur plein de fleurs différentes. Et j'ai remarqué au fil du temps qu'il y avait des personnes comme moi, et je les appelle les dispersistes. Et la thèse, c'est l'exercice affondiste par excellence. Le problème, c'est que moi, j'étais pas à l'aise là-dedans. J'ai quand même fini. Et alors, ce qui est donc l'institution de la science ne permet pas assez, en tout cas aujourd'hui, de déployer ces capacités dispersistes des gens. Et en fait, ce qui est truculent, disons, c'est qu'à la fin de ma thèse, ma directrice de thèse, qui a passé son temps finalement à me recadrer, elle me l'a dit à la fin, euh, eh bien, m'a donné un diplôme. Et elle était très fière parce que moi j'avais fait une thèse sur comment les fourmis prennent les graines des plantes en échange d'un peu de nourriture et vont les mettre à la bonne place, les dispersent. Et donc j'ai été nommé. Elle m'a dit, je suis fier de te nommer docteur en dispersion. Et j'ai enfin pu m'épanouir, me décomplexer. Enfin, je vais pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire aller butiner d'une fleur à l'autre. Et donc je suis sorti du milieu académique, c'était en 2008, et j'ai fait de l'éducation populaire dans une association en Belgique pendant quelques années, euh, pendant 4 ans. J'ai fait des articles, des conférences. Nous avons fait en équipe des débats, des ateliers sur tout ce qu'on voulait. C'est assez magnifique. Euh, on a été dans les sciences, dans la politique, le militantisme, il y avait le féminisme, l'écologie sociale et solidaire. Et enfin, j'ai pu déployer la philosophie, etc. Pour moi, j'avais un passé scientifique et un goût aussi pour la science. Donc j'ai vite été sur les thématiques de l'état de notre monde et du système Terre et de notre planète. Et alors, là, j'ai découvert plein de choses. Alors, j'ai été voir en climatologie. C'est catastrophique. Mais si vous prenez un climatologue qui a un esprit un peu, disons, cloisonné dans sa discipline, ou un esprit d'ingénieur, je peux me moquer un peu des ingénieurs parce que je suis aussi ingénieur, eh bien, demandez-lui à l'ingénieur de trouver une solution. Eh bien, il va dire, on pourrait faire de la géo-ingénierie. On va répandre des produits dans le ciel qui vont faire pleuvoir. C'est une bonne idée ça. Mais en fait, sans se rendre compte que ça peut amener des problèmes de pollution, de problèmes de ressources, comme on fait en énergie ou en ressources rares peut-être pour produire ça, ou même géopolitique. Si un pays est capable de faire de la pluie, c'est une arme, ou des tempêtes, c'est une arme de destruction massive, etc. etc. Et en fait, souvent, on invite dans les débats à la télé ou en science une personne, un spécialiste pour parler d'un problème. Mais si on invite à côté un spécialiste du pétrole, on va dire, le pétrole, on en a beaucoup actuellement
on en extrait beaucoup, mais à un moment, on n'en aura plus. Le pic de pétrole conventionnel, c'est-à-dire le moment où l'extraction commence à diminuer, et le conventionnel, c'est le liquide, voilà, le pétrole, 80% du pétrole, c'est du brut conventionnel. Et en fait, le pic a été passé en 2006-2007. Donc vous appelez un ingénieur et vous lui dites trouvez-moi une solution pour le pétrole conventionnel. Eh ben, il faut aller vers les pétroles de schiste, les gaz de schiste, peut-être même les sables bitumineux, les hydrates de méthane, etc. Et alors vous invitez le climatologue, vous dites non, ça c'est pas compatible. En fait, si vous invitez ces deux personnes-là, leurs solutions ne sont pas compatibles. Pas toutes en tout cas. Et si vous invitez un financier, un économiste, un politicien, un écologue spécialiste de la biodiversité, quelqu'un spécialiste des problèmes de l'eau, et vous les mettez tous autour de la table, finalement vous aurez une image globale assez différente de chaque détail. C'est comme moi, je suis allé un petit peu voir, j'ai la capacité d'aller voir dans toutes ces disciplines, mais je ne suis pas spécialiste. Je ne peux pas aller dans le détail, au pinceau fin, au laser. Par contre, je peux tracer des pointillés. Et finalement, on a un tableau impressionniste où on peut voir globalement ce qui se passe, disons le tableau global. Et cette démarche, on l'a faite avec Raphaël Stevens, un ami en Belgique, sur justement les effondrements, les catastrophes globales. Et cette vision systémique nous a montré que en fait, les risques et les menaces de chaque discipline sont graves, mais quand on voit l'ensemble, c'est beaucoup plus grave. En fait, la somme est le tout est plus que la somme des parties. Alors on l'a mis ça dans notre livre Comment tout peut s'effondrer, qui montre justement ce côté systémique des catastrophes. Et on a aussi un autre exemple, 2 ans plus tard, avec Gauthier Chapelle, un ami biologiste. On a fait un livre qui s'appelle L'entraide, l'autre loi de la jungle, pour aller découvrir toutes les manières qu'ont les êtres vivants de s'associer. Alors moi, je suis parti évidemment des insectes sociaux, ma passion, et puis j'ai découvert d'autres choses sur les sociétés animales, et puis les végétaux, les arbres, les champignons, les microbes, les bactéries, et puis les humains. Comment s'entraident et s'associent les humains. Mais alors chez les humains, c'est très cloisonné. Il y a les sciences économiques, les sciences psychologiques, les sciences politiques, la sociologie, l'anthropologie, les sciences cognitives. Et à chaque fois, chaque discipline bossait dans son précaré. Il y avait finalement assez peu de liens. Et en fait, encore une fois, avec le tableau global, eh ben, on a pu déceler, faire sortir en pointillé, disons en méthode pointilliste, des principes, des grands principes qui traversent toutes ces disciplines. Des principes du vivant. Et ce qui est formidable, ce qui est fou, c'est que ces principes du vivant, on les retrouve dans les associations, dans le coaching, le management, parce que ces principes, si on les applique dans les groupes, disons que ça marche beaucoup mieux. En permaculture aussi, si on applique ces principes du vivant, ça marche beaucoup mieux. La permaculture, c'est ça, c'est l'application des principes du vivant pour concevoir des systèmes durables, soutenables, résilients, etc. Et en permaculture aussi, si vous en avez fait un peu, il y a des principes de design pour designer, concevoir des systèmes résilients et durables. Eh bien, on nous dit en design de permaculture, j'en ai fait un peu quand j'étais en éducation populaire, eh bien, il faut aller dans le détail et dans le global. Et quand vous designez, il faut faire cet aller-retour. Détail global, détail global. Il faut les deux. S'il manque l'un des points de vue, c'est toujours bancal. Et donc cette pensée systémique, décloisonnée, c'est ce que j'appelle, ou c'est ce qu'on appelle la pensée horizontale, avec Gauthier et Raphaël, par opposition évidemment à la pensée verticale. On a besoin des deux évidemment. Quel est l'avantage de la pensée horizontale? Eh bien, moi j'en vois 3. Déjà que quand on a un système, on voit l'ensemble du tableau, on peut voir globalement ce qui se passe. On a une autre vision, on a des choses qui émergent, qui sont nouvelles dans l'ensemble, avec la vision d'ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir les liens entre les éléments, entre les disciplines, entre les choses. Et les liens, ça apporte aussi des dynamiques différentes. Par exemple, sur le cas de l'effondrement, eh bien, il y a des effets dominos. Les problèmes de biodiversité sont liés aux problèmes climatiques, qui sont liés aux problèmes des ressources ou de l'énergie, donc de la politique et de la géopolitique,
éthique, etc. Et en fait, tout est lié et les risques peuvent déclencher des effets dominos qui sont bien plus graves quand on le voit globalement. Et il y a un autre aspect, avantage, disons, de la pensée horizontale, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'une discipline qui trouve une méthode nouvelle, quelque chose de nouveau, en fait, en bonne abeille pollinisatrice, on peut importer cette méthode nouvelle et l'amener à une autre discipline. C'est l'intérêt de la pollinisation ou de cette pensée horizontale. Prenez un cas, si vous avez mal au ventre par exemple, mal à l'estomac, vous allez consulter qui? Vous allez voir qui? Le spécialiste mondial de l'estomac? Pourquoi pas? Ou un nutritionniste? Ou un gastro-entérologue? Ou un médecin généraliste qui va peut-être voir l'ensemble du cas, connaître votre famille? Ou un médecin holistique ou qui fait de la médecine chinoise? Ou peut-être vous allez voir quelqu'un qui va voir vos liens avec votre famille, vos amis, ou peut-être votre travail, c'est votre travail qui vous fait mal au ventre, ou votre passé, vos ancêtres. Peut-être c'est tout. Peut-être vous avez besoin de tout en fait. Peut-être c'est complémentaire. Et donc on a besoin à la fois de la pensée horizontale, holistique, systémique, et de la pensée verticale, réductionniste, qui travaille au pinceau, qui va profond, etc. On a continué cette démarche de décloisonnement avec Gauthier et Raphaël sur la question de l'effondrement ou des catastrophes globales, des risques systémiques majeurs. Et en fait, on s'est rendu compte que juste toutes les disciplines, même si elles étaient interconnectées, les disciplines scientifiques n'arrivaient pas à prendre la mesure des choses. En fait, c'est une question qui rend fou les possibles effondrements de notre société. Et ça touche à des questions émotionnelles, éthiques, métaphysiques, spirituelles, etc., etc., artistiques aussi. Et donc, on a dû se mouiller, on a dû se passionner, on a dû s'intéresser et faire des liens entre tout ça. Sortir, décloisonner de la science, de la tour d'ivoire, et aller voir et faire des liens entre les personnes qui se retrouvent cloisonnées. C'est notre démarche de faire du lien entre tout ça, entre toutes ces postures, ces démarches, ces disciplines, dans notre livre Une autre fin du monde est possible. Et ça m'amène du coup à définir un peu mieux qu'est-ce qu'un chercheur interdépendant. Alors voilà, c'est comme ça qu'on se définit avec Gauthier et Raphaël. Une petite boutade, parfois pour faire parler les journalistes, mais c'est surtout pour montrer notre interdépendance, l'interdépendance de tout, toutes les disciplines, tous les gens, tout avec notre passé, avec notre futur, etc. L'interdépendance de tout, l'interdépendance radicale de tous les êtres. C'est le principe de l'écologie relationnelle, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et finalement, ça m'amène au cœur de mon propos ce soir, de cette conférence. C'est plutôt une proposition plutôt qu'un propos. C'est de mettre dans nos vies plus de « et », de passer du « ou » au « et ». Et c'est une proposition qui a une filiation très longue. On peut aller de Edgar Morin, Joanna Macy aux États-Unis récemment, ils sont encore vivants, mais ça va jusqu'à Héraclite. Passer du ou au et, décloisonner, passer du vertical à l'horizontal, ou en tout cas apporter plus d'horizontal. Je vous en ai apporté quelques-uns. Nature ou culture? Inné ou acquis? Corps ou esprit? Raison ou émotion? Et nature et culture, inné et acquis, corps et esprit, raison et émotion. Souvent on entend dire non, mais pour résoudre les problèmes de la planète, il faut des militants, il faut des luttes. Mais non, il faut méditer, il faut retrouver un chemin intérieur, il faut se changer soi-même. Est-ce qu'il faut plus de militants ou de méditants? Ou est-ce qu'il ne faut pas les deux? Plus de militants et de méditants? Est-ce qu'on n'a pas ce « et » en nous? Réconcilier en nous le militant et le méditant?
Est-ce qu'il faut des solutions individuelles ou collectives? Mais les deux, évidemment. Si on n'a pas l'un des deux, ben on trébuche, on boite. Écoutez, celle-là, elle est aussi sympa. Elle est vicieuse, hein, mais elle est marrante. Si on ne sort pas du nucléaire et du charbon, dans les années qui viennent, on aura à la fois la peste et le choléra. Je l'aime beaucoup, celle-là. Moi, j'ai plus envie de choisir entre ou la lutte ou la création d'alternatives. Ben, il faut les deux. Il faut évidemment les deux. Je suis un être catastrophiste et joyeux, et universitaire, et militant, et artiste, et spirituel. Et en fait, ce n'est pas des étiquettes, c'est juste, ça ne me définit pas, ça montre ce que je suis à tel moment, et ça peut changer. Ce ne sont pas des étiquettes ou des identités. Moi, j'ai envie de fromage et de dessert, de ketchup et de mayonnaise. Et je rêve qu'on pense local et global, et qu'on agisse local et global. Et je rêve aussi que notre société, que nous laissions plus de place à cette pensée horizontale, qu'elle se déploie, à la fois en nous, dans notre rapport au monde et dans nos institutions, et surtout scientifiques. Je rêve qu'il y ait plus de « et ». Et vous, vous êtes plutôt dispersiste ou plutôt affondiste? Vous voyez comme le « ou » revient facilement? Peut-être qu'on est les deux. Mais ce qui est génial avec le « et », c'est qu'il est radicalement inclusif, parce qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de « ou » et de « et ».